Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir dans ces nouveaux numéros de Qui dit vrai, chose promise, chose due. Ce soir, nous recevons encore une fois M. Papi Ntamba du PPRD de la majorité présidentielle, analyste politique. On dit de vous-même un supporter de Joseph Kabila sur le net. M. Papi, ça vous dérange quand on vous qualifie de la sorte? Mais non, pourquoi ça me dérangerait? On vous fait passer pour un homme mort sur le net, mais vous êtes vivant devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas le plus aimé sur le net. Non, le problème, ce n'est pas que je ne suis pas le plus aimé sur le net. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes dans cet espace média qui aimeraient me voir mourir. Pourquoi? Il y a une grande nuance. Pourquoi? Vous savez, quand vous avez affaire avec des gens qui ont fait du mensonge, du colportage, de l'intox, comme étant la norme de combat dans la politique, et que vous êtes là pour essayer de ramer à contre-courant, rétablir les bonnes valeurs, rétablir la vérité. Si ces gens-là sont intolérants, ils veulent tout simplement vous voir disparaître. Mais vous savez que la diaspora aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, mais c'est la diaspora qui paye le frais de scolarité pour les Congolais qui sont au pays. C'est la diaspora qui envoie de l'argent pour nourrir les familles ici à Kinshasa. Il y a de quoi s'énerver. Non, écoutez, Monsieur John, quand nous parlons de la diaspora congolaise, ne faisons pas d'amalgame entre la diaspora élu par les Congolais et qui a mis en place une vision qui a été acceptée par la majorité du peuple congolais. Et c'est ça qu'ils appellent, par exemple, par soutenir l'insoutenable. Là, je l'accepterai de bonne loi. Mais si maintenant, ils considèrent que je soutiens l'insoutenable parce que je ne vais pas dans leur direction, là, je dirais tout simplement, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Vous avez quitté la France, vous avez encore l'idée d'y retourner avec tout ce qui se passe là-bas? Attendez, je vis en France. Ne me demandez pas en si j'ai quitté... ou vous circulez librement, je vous dis vous vatez librement. Je vis en France, terre d'accueil, terrain des droits de l'homme. Oui. Et je vous dis que je vis en France depuis environ 20 ans. Vous savez, quand vous êtes en France, c'est le pouvoir français qui vous accorde la liberté de circuler dans leur territoire ou qui pourrait vous les refuser par soit une mesure de privation de liberté ou parce qu'ils estiment qu'ils doivent vous reconduire chez vous. Et je dois vous dire que je suis un homme libre et je dois aussi vous dire c'est que j'ai un séjour régulier en France. Mais Kengo Adondo était un homme libre, mais vous savez ce qui s'est passé avec lui en France. Mais écoutez, je suis en train de vous dire ceci, que je vis en France. Et vous parlez bien du sénateur Kengo Adondo qui ne vit pas en France. Il ne vit pas en France. Il est venu en France. Mais moi, je vous dis que je vis en France. Ce soir, vous êtes là avec nous pour parler beaucoup plus, comme on avait promis la fois passée, le cas de l'Est, l'insécurité, si vous voulez, la sécurité dans la partie Est du pays avec le général Bosco Tanganda. Mais avant de poser cette question par rapport à ces sujets aujourd'hui, vous avez circulé très bien avant midi à Kinshasa aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Pour moi, si j'ai bien circulé, effectivement, j'ai circulé comme d'habitude, mais j'ai constaté tout simplement qu'il y avait moins de circulation, comme on peut le constater. Pourquoi? Comme on peut le constater dans chaque pays où il y a grève. C'est-à-dire? Que ce soit aux États-Unis, en France, les jours qu'il y a grève des transporteurs, on constate tout simplement qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est-à-dire vous prenez des décisions dont les conséquences, en fait, on voit que les Congolais qui payent le prix. Non, attendez, Monsieur John, la grève, c'est un droit garanti par la Constitution. Donc il ne faut pas priver à un corps de métier, il ne faut pas priver à une certaine organisation la liberté d'exercer leur droit de grève. Mais vous savez pourquoi les transporteurs ont décidé d'aller en grève? Les transporteurs l'ont dit eux-mêmes. Ils ont fait un communiqué vendredi, ne faisons pas d'amalgame.
ils ont dit qu'ils veulent aujourd'hui gréver. Pourquoi? Parce qu'ils dénonçaient les tracasseries des policiers, c'est-à-dire de ce que nous appelons communément des roulages. C'était ça les motifs de leur grève. Maintenant, il faut maintenant se poser la question. Le motif est-il valable? Et s'il est valable, quelle réponse faut-il apporter? Nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans le contexte de la démocratie, où on ne peut pas empêcher à un corps de métier, par exemple, d'exprimer son droit de grève. Et comme ça existe partout, je peux vous le dire que dans d'autres pays, ça a été des débats sur débats pour trouver ce qu'on appelle le système de services minimum. Vous savez au moins que dans ces secteurs de transporteurs, l'État congolais est encore en route. C'est-à-dire que ce sont des privés qui s'occupent, qui prennent soin, qui aident les Congolais à se déplacer. Est-ce que c'est un motif pour que l'État congolais ne puisse plus s'occuper, par exemple, de la sécurité routière? Je pense que non. Je pense que nous sommes dans un État organisé où l'État congolais essaie de mettre en place des normes de circulation. Partout au monde, si vous allez créer une société, par exemple, de transport public, vous êtes les bienvenus, mais on met en place certaines normes que vous devez respecter en termes de contrôle technique, en termes de ce qu'on appelle la capacité. Je peux vous dire, par exemple, qu'un pays comme la France, il y a 3 types de permis. Il y a les permis A, les permis B et les permis C. Tout dépend c'est-à-dire chaque permis, par exemple, a une spécificité par rapport à la manière au véhicule qu'on voudrait bien conduire. Donc tout cela, c'est pour dire que l'État est là pour réglementer ce genre de choses. Vous dites un homme humble, mais ce que j'ai vu de vous, ce qu'on pense de vous, je dirais vous êtes dans la modestie, vous faites une fausse modestie, M. Papi. Je ne pense pas que vous allez essayer de répandre sur vous des propos haineux et des propos insultés. Vous faites l'ironie. Des propos haineux, des propos insultés. Regardez vraiment la personne qui est en face de vous. Est-ce un ange ou un diable? Mais soyez réaliste, aujourd'hui, non, mais je vous dis ceci. Vous avez vu les gens faire les pieds. Non, mais je suis en train de vous dire ceci, que ce ne sont pas des choses pour lesquelles nous pourrions nous satisfaire. Mais je dois vous dire ceci, que l'exercice de la grève, c'est un droit qui est reconnu et c'est le cas partout. En France, pour vous donner seulement l'exemple de ce pays, en 1995, nous avons connu une grève où il n'y avait aucun bus, aucun train, aucun transport en commun. Vous savez pendant combien de temps? 1 mois. Je vous parle de la France en 1995. Vous êtes journaliste. Mais l'État avait ses bus pour assurer le service. Mais je vous dis qu'aucun bus, je ne parle pas du bus de l'État, je vous dis aucun bus de transport public. Je dis bien pendant 1 mois. La comparaison n'est pas raison. Je ne fais pas la comparaison, je suis en train de vous dire les cas congolais sont différents du cas français. Je suis en train de vous dire ceci. Si en France, une grève peut s'étendre jusqu'à 1 mois pour qu'il n'y ait aucun moyen de transport commun, un jour en RDC, c'est encore rien par rapport à cela. Maintenant, nous ne voulons pas dire que nous sommes en train de le souhaiter. C'est pourquoi j'ai dit les problèmes devaient se poser dans l'analyse même dans les motifs même, dans l'analyse du motif de leur contestation. Exercer le droit de grève, c'est un droit naturel, c'est un droit constitutionnel. Mais les Congolais ont payé les prix aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que dans d'autres pays, il a fallu des débats de plusieurs années pour mettre en place ce qu'on appelle les services minimums. Donc ça veut dire que c'est un problème sérieux. Lorsqu'aujourd'hui, il y a la grève des transporteurs, c'est pratiquement toute la vie nationale qui est comment, ou la vie de là où il y a cette grève-là qui est paralysée. Ce n'est pas seulement qu'en RDC. Et ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, parce qu'ils ont beaucoup plus d'avance par rapport à nous, ils assurent ce qu'on appelle les services minimums. Ça veut dire qu'on interdit aux syndicats de faire une grève totale pour qu'il n'y ait plus aucun bus. On dit, si vous grévez, assurez au moins. S'il y a un train qui circule, par exemple, arrangez-vous. Et peut-être s'il y avait 10 trains qui circulaient, arrangez-vous qu'il y ait ne serait-ce que 2 trains sur 10. Arrangez-vous qu'il y ait ne serait-ce qu'un bus sur 5. C'est ce qu'on appelle les services minimums. C'est pour ne pas totalement paralyser la vie de la nation. Ici, vous avez fait des promesses, des 150 bus qui vont arriver, mais jusque-là, ce n'est pas encore réalisé. Mais vous passez à l'action, c'est trop vite. Monsieur John, je pense que les Congolais, nous devons apprendre un peu à aimer notre pays.
Et quand nous aimons notre pays, nous devons nous-mêmes faire la bonne autopsie concernant notre pays. Nous avons connu dans ces pays plusieurs sociétés de transport, je parle de sociétés d'État, ou même de sociétés d'économie mixte. Je pourrais vous citer Sotraz, je peux vous citer Cititran, je peux vous citer Steka. Au moment où nous sommes en train de parler, ça fait plusieurs années que toutes ces sociétés ont déposé les clés sous les paillassons. Ils ont tout simplement déposé les bilans pour parler en termes plus techniques. Les raisons sont simples. Où il y avait un problème tout simplement de gestion de ces sociétés, mais beaucoup plus un problème même lié même à leurs outils de production. L'outil de production d'une société de transport, c'est directement le bus ou le train lui-même. Or, il s'avère que ces moyens de transport, leurs outils de production circulaient plutôt dans des réseaux, par exemple, très vétustes. Et cela ne pouvait que compromettre la pérennité de ce qui pouvait être mis en place. Le chef de l'État, dans son discours à Kingakati, le 16 au mois de septembre avant, lorsqu'il a reçu le cadre de la majorité avant la campagne présidentielle de l'année passée, il avait très bien dit qu'en ce qui concerne Joseph Kabila, par rapport à sa vision, il a fait un choix rationalisé. Le choix rationalisé, c'était quoi? Ce n'est pas de mettre en place une société de transport d'État pour que dans 3 ans, dans 5 ans, que nous puissions revivre les mêmes problèmes. Puisqu'en français, on dit même cause, même effet. Lui, Joseph Kabila, a dit que je vais commencer par la réhabilitation des routes. Je vais commencer par la construction des infrastructures qui vont permettre à ce que l'action qui sera mise en place soit une action pérenne, une action qui va s'étendre dans la durée. Nous avons aujourd'hui besoin de mettre en place une société, que ce soit d'État ou d'économie mixte, mais qui dans 20 ans, 30 ans, va continuer beaucoup plus à croître qu'une société qui va régresser parce que l'outil de production ne trouve pas les cadres favorables pour se développer. Et ça, c'est un choix rationalisé pour un pays qui se construit. Nous sommes en train de parler d'un pays qui doit se construire. Vous trouverez normal que nous avons obtenu notre indépendance le 30 juin 1960 dans une ville de Kinshasa qui avait une capacité d'accueil environ 1 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 11 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a une explosion démographique multipliée par 6. Mais nous avons gardé les mêmes tissus routiers, c'est-à-dire je parle de ce que nous avions avant l'action de Joseph Kabila. Nous avons gardé la même agglomération et nous avons gardé les mêmes, je pourrais dire, les mêmes tissus aussi d'urbanisme par rapport à ces routes-là. C'est inadmissible. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la vision de Joseph Kabila, il dit que voilà, lorsque les Belges nous ont légué les pays, s'il y avait 2 voies, parce qu'il y avait 1 500 000 personnes qui étaient capables d'y résider. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre 4 voies, parce que je sais que la population est multipliée. Et je veux construire de nouveaux réseaux. Et c'est dans ce schéma de la reconstruction que nous devons trouver les réponses à apporter par Joseph Kabila. Pour finir par rapport à cet aspect, c'est comme si aujourd'hui, vous allez trouver par exemple quelqu'un qui a un vaste chantier. La personne achète une forêt. Il dit, je vais construire ici un hôtel. Il commence par les débits, c'est-à-dire par commencer par couper les arbres avant de mettre la fondation. Pendant qu'il est dans cette action, vous venez vous lui demander la chambre à coucher. Non, j'ai sommeil, je veux me coucher. Il vous dira, oui monsieur, je comprends que vous avez sommeil, mais attendez au moins que la maison soit comment? Construite. On ne va pas jouer un discours populiste et on n'est pas des démagogues. Nous n'allons pas dire aux Congolais qu'on pouvait mettre en place une société de transport d'État et que la société pouvait prospérer dans des conditions routières telles qu'elles se présentaient à l'époque. Aujourd'hui, on peut se permettre cette prétention. C'est un choix rationalisé. Arrêtons de voir nuit là où il fait jour à tout moment. Vous avez un argument fort et convaincant pour ce secteur de transport. Est-ce que vous pouvez développer encore un argument par rapport à la sécurité dans la partie est du pays? Parce que c'est ça le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Ce que nous avons promis à nos téléspectateurs, on doit respecter cette promesse. Nous, on respecte nos promesses ici. Donc, il dit vrai. C'est bien. Il faut tout simplement être un homme qui sait tenir ses engagements. Faut-il une solution politique ou militaire pour un retour de paix durable dans la partie est du pays?
Moi, je vais essayer d'évoquer ces problèmes de l'Est déjà par rapport à l'histoire. Je ne dirais pas une histoire très lointaine. Ça nous permettra de comprendre un peu les causes et voir l'évolution qui a été faite. Et par rapport à cette évolution que nous avons connue, comment nous pourrions faire une projection d'avenir. L'Est de notre pays constitue, je pourrais dire, un théâtre de certains crimes odieux depuis belle lurette. Aujourd'hui, nous sommes en 2012, mais nous savons que l'Est de notre pays, depuis les années 93 et 94, était pratiquement une poudre meurtrière. Nous avons connu des effets collatéraux du génocide rwandais sur notre territoire, ici à l'Est de notre pays. En 1994, après la mort du président Habyarimana, les Tutsis sont arrivés au pouvoir au Rwanda. Une fois arrivés au pouvoir au Rwanda, les Hutus se sont sentis menacés. Ils pouvaient qu'émigrer au pays qu'ils ont trouvé les plus proches. Et ils ont émigré chez nous à 1 800 000. Là, je vous parle des chiffres officiels du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je vous répète les chiffres, 1 800 000. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, c'est comme si nous recevions directement pratiquement les 1/10 de la population de Kinshasa, directement concentrés sur un coin. Sauf que ces gens qui ont émigré chez nous, ils sont venus armés. Parmi ces gens-là, on a trouvé des Hutus. Parmi ces Hutus, il y avait des Interamwe, qui étaient accusés de génocide rwandais, qui avaient combattu dans l'ancienne milice, qui était la milice de Habyarimana. Ils pouvaient bien faire tout ce qu'ils aimeraient faire en notant qu'ils étaient chez eux. Sauf qu'ils sont arrivés sur un autre territoire. Mais ils étaient désarmés par Mobutu. J'ai dit qu'ils étaient... Non, écoutez... Mobutu les avait désarmés. Selon les déclarations de Rwanda, ils étaient désarmés. Non, vous dites que Mobutu les a désarmés. Moi, je vous dis, vous êtes journaliste. Vous pouvez aller au Palais du Peuple ici, essayer de revoir dans les travaux des députés. Vous allez trouver un document en 1996-1996 où les députés congolais, zaïrois à l'époque, c'est-à-dire c'était à l'époque du HCR-PT, ils avaient demandé le rapatriement inconditionnel de tous ces visiteurs indésirables parce qu'ils n'étaient pas désarmés. Ils sont venus ici avec une détermination, bien entendu, d'occuper une partie de notre territoire. À l'époque, c'est là où ils étaient. C'est Ngwanda qui gérait, je crois, qui était conseiller en sécurité. Il a écrit un livre, il a relaté tous ces faits. Il a dit que l'armement a été retiré par le généraux des phases et ils étaient désarmés. Écoutez, les problèmes, je pense, ne se posent pas si c'est que Ngwanda pouvait écrire, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Les problèmes se posent par rapport à la vérité, à la réalité des faits. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que ces gens qui ont émigré chez nous, ils sont arrivés armés et qu'on n'a pas pu les désarmer parce qu'en 1996, les députés avaient voté une résolution de les renvoyer en les appelant ou en les traitant de visiteurs indésirables. Il y avait maintenant un petit, je ne dirais pas un blocage, mais il y avait maintenant une certaine opposition du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le Haut Commissariat pour les réfugiés s'est penché pour un rapatriement sur la base du volontariat. Pour dire que vous n'allez pas les rapatrier en masse, mais il faut maintenant rapatrier ceux qui ont la volonté de retourner au Rwanda. Et curieusement, l'effet président Mobutu s'est rangé derrière cette position avec Rwanda comme conseiller spécial de sécurité, qui semble aujourd'hui être habité par l'amnésie, en oubliant directement cette grande partie de l'histoire qui est la cause de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une question, M. Papintamba. On a vu Mobutu collaborer avec le Rwandais. Moi, j'étais encore peut-être mineur, mais j'ai vu le Rwandais dans mon quartier à Livoulou. J'ai habité avec le Rwandais. J'ai dansé même le pas traditionnel rwandais, mais ça n'a posé aucun problème. Mais pourquoi la collaboration du Rwanda avec le pouvoir actuel pose problème dans notre pays? Non, il y a un problème. Nous devons dire les choses sans tabou. La RDC déjà est reconnue comme étant un pays hospitalier. Et vous avez raison de dire qu'on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème avec le Rwanda. À l'époque de Mobutu, bien sûr. Je suis en train de vous dire qu'on n'a jamais eu de problème. Nous sommes reconnus comme étant un pays hospitalier.
Le problème a commencé à surgir lorsque maintenant certains hommes politiques ont commencé à faire de cette affaire rwandaise un fonds de commerce politique. Donc cela voudrait dire quoi? Des hommes qui ont trouvé que sur le terrain du débat d'idées, sur le terrain de la rationalité, ils n'avaient pas de matière à apporter à un pays en crise par rapport à tout ce qu'ils ont légué comme héritage au kabylisme. Ils ont maintenant commencé à exploiter une situation calamiteuse qu'ils auraient laissée eux-mêmes pour maintenant commencer à véhiculer et à distiller certains messages. Et quels sont ces messages? Ces messages sont circonscrits sur 2 points. Le premier point, ils taxent la personne qui est à la tête de notre pays comme étant un Rwandais. Disons les choses sans tabou. C'était la stratégie montée dans des laboratoires diaboliques. Ce qui s'avère être un faux, et nous le savons. Ils vont commencer par le deuxième montage, en disant que s'il est Rwandais, c'est que ça doit être un SIPO du président Kagame. En tant que SIPO du président Kagame, ils sont responsables de ce qu'ils appellent le génocide congolais, avec les chiffres de 8 millions de morts. C'est un discours qui a commencé, qui a pris corps et qui a trouvé refuge dans les têtes de certaines personnes, au point qu'il faut maintenant, aujourd'hui, une délivrance à la manière des pasteurs de l'Église pour que ces gens-là puissent les enlever de leur tête. Mais maintenant, nous qui sommes des Congolais qui ne voulaient pas marcher ou céder à la supercherie, quelle devait notre attitude vis-à-vis d'un pays comme le Rwanda? Nous devons commencer par savoir une chose. C'est que la particularité que nous avons avec le Rwanda ou le Burundi, considéré à l'époque comme étant les protectorats belges, Rwanda ou Burundi, c'est d'avoir un même colonisateur. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que le Rwanda, et plutôt il est colon belge, alors que, comme je vous l'ai dit dernièrement, qu'il n'y avait encore aucun Congolais qui avait le pouvoir de décision pour tout ce qui pouvait se passer dans notre territoire. Je vous parle des années 30. On a pris des Rwandais chez eux. On les a amenés chez nous en leur donnant des droits fonciers pour venir faire quoi? L'agriculture. Ces Rwandais-là sont chez nous depuis combien de siècles, de générations? 3 générations aujourd'hui. Messieurs, je vais vous dire une chose. Nous, nous vivons à l'étranger. Et je peux vous le dire, quand nos enfants, ils n'ont pas encore connu 3 générations, mais en étant seulement nos enfants, parce que nous vivons là-bas, se disent être français, ce n'est pas qu'ils les pensent, je vais vous dire qu'ils le sont. On ne peut pas considérer qu'après 3 générations, que nous continuons à traiter des gens qui sont nés sur notre territoire, des gens qui ont grandi là-bas, des gens qu'on a déportés, arrivés sur place, et qu'on refuse les droits à la nationalité congolaise. Cela est inadmissible. Monsieur Papi, j'ai une question. Permettez-moi de vous interrompre un peu. Ces Rwandais qui posent problème aujourd'hui, ce ne sont pas les Rwandais auxquels vous faites allusion. C'est plutôt, selon certaines opinions, les Rwandais qui sont venus avec l'AFDEL. Parce que ce sont ces Rwandais-là qui étaient armés, ce sont ces Rwandais-là qui ont été envoyés par Kagame avec un objectif précis d'éliminer, d'éradiquer les réfugiés rwandais Hutus qui étaient sur le territoire congolais. Non, attendez. Je pense que nous ne sommes pas devant un film de polar. On a l'habitude de tout entendre dans ces pays. Aujourd'hui, le président, le fait Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL, lorsqu'ils sont arrivés, on dit qu'ils nous ont apporté les Rwandais. Ils sont arrivés avec des Rwandais d'obédience Tutsi. Savez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, après 452 jours sur notre territoire, c'est-à-dire le 17 mai 1997, ils sont entrés ici au niveau de la capitale et le 2 août, il y avait déjà une discorde entre eux au niveau de l'Alliance, vous le savez. Les Tutsis qui étaient avec lui se sont repliés vers le Rwanda. Et vous savez ce qui s'est passé après? Les Tutsis, maintenant, pour trouver un prétexte de maintenant agresser notre pays, ils ont commencé à accuser tout simplement le fait Laurent Désiré Kabila d'être le génocidaire des Hutus. Pourquoi? Non, mais attendez, je suis en train de vous dire, je vous parle bien du prétexte. Je pense qu'on n'est pas devant un film de polar. Oui, il y a des prétextes. Donc, je suis en train de vous dire ceci, qu'il y a des prétextes
il y a beaucoup de prétextes qui ont été dits par rapport à cette histoire. Je pense, c'est dit qu'on les a accusés, non pas plutôt des génocides des Hutus plutôt, on les a accusés de faire front avec les Hutus plutôt contre les Tutsis. C'est ce qu'on les a accusés en disant qu'ils étaient en train d'entretenir les FDLR, qui sont des Hutus. On les a entretenus pour essayer de renverser le régime au Rwanda, ce qui est un faux. Les problèmes des Congolais, nous devons être clairvoyants. Être clairvoyant, c'est quoi? C'est que nous devons quand même essayer de regarder ces problèmes de l'Est de notre pays avec beaucoup de responsabilités. Notre problème avec le Rwanda n'est pas un problème ethnique. Il n'y a pas un problème entre les Bantous du Congo et les Tutsis ou les Hutus du Rwanda. Il y a un problème des rapports entre deux États. Nous avons l'État congolais d'un côté et il y a l'État rwandais en face. Où nous devons entraîner des États, des rapports bilatéraux. Si maintenant les Hutus et les Tutsis ont des problèmes, qui ne s'entendent pas, qu'ils peuvent s'entretuer, que ces problèmes-là, qu'ils puissent les résoudre chez eux au Rwanda. Parce que par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays, ni les Hutus, ni les Tutsis, personne n'est en odeur de sainteté. Ils sont tous responsables, l'un aussi bien l'autre. Maintenant, qu'est-ce que d'autres politiciens veulent vendre? Ils veulent dire ceci, parce qu'il faut renverser le régime de Kabila par des moyens qu'ils trouvent que, par des raccourcis qu'ils veulent créer, ils veulent maintenant attiser de la haine, en considérant que les Hutus sont nos frères. Ils sont plus proches de nous en tant que Bantous, alors rallions-nous avec les Hutus pour renverser les Tutsis qui a la tête de ces pays. Soyons sérieux. Mais vous savez soyons sérieux, chers amis. Vous savez, la première personne qui avait déclaré, qui a dit des vérités à Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui devait décider de rapatrier les Rwandais dans leur pays après la guerre de libération, c'était Tshisekedi qui avait dénoncé pour la première fois. On a vu, j'ai oublié les noms, mais sinon, dans les rangs de Rwandais, il y avait James Kabarebe, qui aujourd'hui est le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Et un peu plus près encore, on a vu le ministre des Affaires étrangères à l'époque des musées, j'ai oublié les noms, ça ne revient pas. Mais vous dites que ce sont ceux-là qui pensaient peut-être ou qui voulaient faire de ça des prétextes. Mais vous-même, le pouvoir, s'il faut partir de 97 jusqu'à aujourd'hui, c'est vous-même qui faisiez des Hutus rwandais et qui leur avez accordé la nationalité. C'est pourquoi ça pose problème aujourd'hui au pays. C'est vous les responsables de ces situations. Il y a beaucoup de contre-vérités dans ce que vous avez dit et nous devons essayer de les recadrer. Allez-y. La première chose, ce n'est pas Tshisekedi, hein, ce n'est pas Tshisekedi qui a, comme je dis, qui est un exemple à suivre des nationalismes par rapport à ces mouvements. Je pense que vous avez encore en mémoire les rapprochements entre Tshisekedi et Kagame, et vous avez encore en mémoire en 1998 les rapprochements entre les RCD de l'époque avec l'IDPS. Vous l'avez en mémoire. Je pense qu'en 1998, quand le frère de Laurent Désiré Kabila avait pris la décision de renvoyer les Rwandais qui étaient avec lui chez eux au pays, tous les Congolais devaient s'unir derrière le frère Laurent Désiré Kabila. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que d'autres Congolais, par rapport aux raisons qui leur sont propres, se sont maintenant ralliés avec ceux-là qui étaient devenus comme étant nos ennemis. On a vu Jean-Pierre Bemba ressurgir à la même époque à l'Est, c'était plutôt au niveau de l'Équateur, et on a vu les rapprochements, comme je suis en train de vous dire, entre l'IDPS et les RCD. Ces moments-là, maintenant, ils étaient là pour fragiliser maintenant le fait Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui justifier, en toute irrationalité, la rébellion du MLC en 1998, au moment où le fait de Laurent Désiré Kabila avait lancé l'idée, il a lancé l'idée de dire que maintenant c'est l'heure de sauver la terre de quoi? De nos ancêtres, où les Congolais devaient s'unir. Qu'est-ce qui pouvait justifier les rapprochements entre les RCD et l'IDPS à l'époque? Donc, n'essayons pas de dire aujourd'hui que c'était Tshisekedi qui était le premier. Nous savons quelles sont les raisons qui ont motivé Tshisekedi, parce que pendant que l'AFDEL avançait, il avait pris position en allant vers son ami au Cap Saint-Martin,
où il fallait qu'il puisse clarifier sa position s'il était du côté de Mobutu, du côté de Mobutu ou du côté de Félix-Laurent Kabila. Une fois arrivé au pouvoir, nous avons un problème avec Tshisekedi. C'est qu'il pense que la République doit le suivre à l'imité. Il a voulu tout simplement que le Félix-Laurent Kabila puisse le suivre à l'imité. Et aujourd'hui, il a récidivé en plusieurs reprises, où il a demandé carrément aussi aux gens de ligoter celui qui a la tête de ces pays pour les ramener encore où? À l'imité. Je pense qu'il ferait même mieux de déménager, peut-être ça réduirait un peu ses prétentions, soit. Donc voilà, au moins c'est ça qui est la réalité de l'histoire. Lorsqu'on n'approche pas celui qui est arrivé par ses propres forces, on essaie maintenant de trouver la technique de diabolisation avec des éléments qui peuvent être en partie vrais ou en partie faux. Ça, j'en conviens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la révolution de l'AFDEL n'a pas été une révolution préparée depuis longtemps. L'AFDEL qui avait regroupé 4 partis politiques, c'était une coalition de circonstances. Ce sont des gens qui sont arrivés sans se poser des questions qui est qui. Nous allons nous réunir parce qu'il faut combattre Mobutu. Et dans cette révolution, il y avait un chef militaire. C'était James Kabarebe. James Kabarebe avec un objectif précis. Fait arriver les troupes de l'AFDEL jusqu'au niveau de la capitale. Et cette troupe arrivée au niveau de la capitale devait maintenant avoir les mêmes chefs militaires pour essayer de les contrôler pendant un certain temps. Il faut assurer ce qu'on appelle la transition. Et vous savez, il y a des pays qui ont été libérés. Il y a beaucoup de pays qui ont été libérés ou des généraux étrangers. Des généraux étrangers qui ont été, qui ont été les auteurs de cette libération. Ces généraux, pendant un certain temps, ils ont gardé le commandement de l'armée sur ces territoires-là avant d'assurer la transition. Ça n'a jamais posé de problème. En quoi est-ce que lorsque c'est en RDC que les gens vont l'interpréter dans un sens de trahison? Mais quelle a été la récompense pour tous ces généraux? Vous avez dit James Kabarebe avait été à la tête de l'armée, de la rébellion, de la libération, des libérations jusqu'à Kinshasa. Sans récompense, il devait... non, il ne faut pas dire sans récompense. Il y a eu des accords. Non, le problème qui est là, c'est qu'ils ne sont pas naïfs. Le problème qui s'est posé, c'est que les régimes, longtemps, ils ont été longtemps, les régimes de Kagame, les régimes, tout ce qui était arrivé au pouvoir, ils ont été longtemps au maquis, pendant des années. C'est-à-dire quoi? Les pays étaient dirigés par un Hutu à Biarimana. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, les Hutus qui étaient au pouvoir hier, ces Hutus-là se sont retranchés vers notre pays et qui constituaient pour eux une base de réserve qui risquerait de nuire à ces pouvoirs. Ils avaient un intérêt. Leur intérêt, c'était quoi? Il fallait à tout prix sécuriser la zone de l'Est. Pour sécuriser la zone de l'Est, c'est lui qui doit être à la tête de ces pays-là. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est un allié avec le Rwanda dès ce moment-là. Or, il s'avère, nous connaissons les liens d'amitié qui existaient entre le fait président Mobutu ainsi qu'Abiyarimana. Donc, pour eux, leur intérêt, c'était de renverser ces régimes pour mettre en place à la tête un chef de l'État qui sera ami avec le Rwanda, afin d'avoir une main de contrôle envers ces Hutus-là. C'était ça leur intérêt. Et le fait Laurent-Désiré Kabila avait son intérêt. C'était de renverser les régimes qu'il combattait depuis 30 ans. Voilà au moins le but de l'alliance. Une question. Arrivé à la victoire, est-ce que le Rwanda ou les Rwandais qui ont soutenu l'AFDEL sont rentrés au Rwanda avec satisfaction? Mais je suis en train de vous dire ceci. Parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Est-ce qu'ils étaient satisfaits? Est-ce que les accords ont été honorés? Je ne vous ai pas dit qu'il y a eu des accords. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas eu un accord quelconque. Je suis en train de dire qu'il y avait une alliance qui était justifiée par des intérêts communs. L'un avait un intérêt et l'autre avait un intérêt. Une fois maintenant arrivé au pouvoir, c'était maintenant important que chacun reste dans son rang. Ce n'était pas maintenant le moment pour maintenant commencer à déroger ou bien commencer à outrepasser ce qu'on aurait souhaité. Parce que vous savez, si le pouvoir peut être une grave responsabilité, le pouvoir offre aussi des bonbons. Et des fois, certaines personnes peuvent maintenant tellement être adonnées par le goût de ces bonbons, commencer maintenant à demander carrément du chocolat. Et c'est ce que le président Laurent-Désiré Kabila devait les rappeler. Il leur a rappelé tout simplement ce qui est, dès le départ, qui était l'intérêt de tout un chacun.
Ça aurait été plus responsable pour les Rwandais de dire que voilà, nous avons combattu ensemble et nous avons essayé d'apporter de l'aide. Parce que dans cette alliance, et ça je vais le dire de façon assez claire, des gens ont toujours pensé que c'est l'action rwandaise qui a permis à ce que le fait Laurent Desé Kabila arrive à la tête de notre pays seulement. Je vais vous dire que pour arriver à Kinshasa, l'action qui a été la plus déterminante, c'était l'action angolaise. L'Angola est arrivé et l'Angola nous a aidés. Et après cela, l'Angola est reparti sans poser de problème. Et il n'y a pas qu'en RDC. Vous voulez que je vous rappelle quelques cas de l'histoire? Prenons des cas de figure. Ici en RDC, à l'époque d'Isaïe de Mobutu, nous étions une base arrière et un soutien terrible pour l'effet Jonas Savimbi en Angola. Je ne pense pas que si demain, c'est-à-dire si après cela, Jonas Savimbi était porté à la tête de l'Angola, qu'on aurait eu maintenant des prétextes pour occuper une partie de l'Angola. On avait juste une alliance avec des intérêts communs. Le sénateur Jean-Pierre Bemba lui-même, le sénateur Jean-Pierre Bemba est bien parti à la rescousse du régime de Ange-Félix Patassé. Il est parti là-bas. Dans sa tête, je ne pense pas que c'était pour occuper une partie de quoi? Du Centrafrique. Il y a des alliances qui donnent des intérêts communs sans pour autant que vous puissiez outrepasser ce qui a été votre intérêt. Donc c'est vrai dire que si le Rwanda avait dit que nous avons combattu ensemble, sécurisez-nous la zone de l'Est, essayez de maîtriser les FDLR. Ça aurait été plus conséquent et plus responsable que de chercher maintenant à s'installer dans les institutions. S'installer comme transition, oui, parce que partout nous les vivons, pour nous aider. Par rapport là où il y avait des postes manquants, où il y avait des Rwandais, le temps que les Congolais puissent s'installer. Mais refuser maintenant aux Congolais de récupérer la destinée de leur pays entre les mains, ça nous disons non. Est-ce que les réfugiés rwandais qui sont sur le sol congolais vont rentrer chez eux finalement? Parce que, rappelez-vous, en 2011, décembre 2011, Kagame avait fait une clause de cessation des réfugiés rwandais qui ne pouvaient plus regagner le pays à une date précise qu'il avait déterminée. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça n'a pas été fait, est-ce que ces réfugiés-là vont regagner leur pays finalement? Vous savez, quand on est réfugié politique, aujourd'hui, nous vivons dans un monde organisé, un monde ouvert, où il y a des choses qui sont réglementées, même sur des plans supranationaux. Donc ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, la notion des réfugiés politiques est parfaitement encadrée par la Convention de Genève. La Convention de Genève offre des droits et offre aussi quoi? Des devoirs. Moi, je pense que nous devons apprendre à traiter certaines choses sans passion, avec beaucoup de responsabilités. Il y a un réfugié politique qui est chez vous, à qui on essaie d'accorder les droits, vous lui accordez les droits d'asile. Quand vous lui accordez les droits d'asile, vous acceptez l'idée de les protéger. Vous le considérez maintenant comme quelqu'un qui devait vous protéger, ou même, selon la Convention, cette personne a le droit de circuler partout au monde, sauf chez lui. Il n'y a pas que des Rwandais qui sont réfugiés en RDC. Il y a de nombreux Congolais qui sont réfugiés à l'étranger. Considérons seulement comment nous sommes traités en tant que réfugiés, pour que nous puissions traiter nos réfugiés de la même manière. Ne considérons pas le Rwanda comme étant un pays ennemi. Non, ça va être une erreur d'approche. Nous devons apprendre à tourner la page lorsqu'on veut construire le monde. Il y a des pays tels que l'Allemagne, tels que la France, qui ont connu de sérieux problèmes au niveau des frontières. Pour résoudre cette crise à l'époque, il aurait même fallu qu'une partie de l'Alsace, qui appartenait à l'Allemagne, aujourd'hui de façon officielle appartient à la France. Si vous allez jusque-là, il y a des noms à consonance allemande, à consonance plutôt que je dis allemande, mais qui sont français. Néanmoins, depuis le début de la Ve République, à chaque fois qu'il y a un président français qui est élu, parmi les premiers déplacements qu'il va effectuer dans le cadre de coopération bilatérale, c'est en Allemagne. Parce qu'ils ont su tourner la page de l'histoire. Ils ont su tourner cela. Mais vous avez fait venir Kagame lors de la fête du cinquantenaire, c'est en 2010. Et on a vite compris que c'était le rétablissement des relations entre la RDC et le Rwanda, que le linge sale était lavé. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui les attentes de la RDC vis-à-vis du Rwanda restent toujours sans satisfaction? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en train de vous dire ceci, qu'en matière de relations internationales, les États, s'ils sont considérés comme amis ou comme ennemis,
il y a un cadre qui essaie de réglementer, il y a un cadre qui essaie de bien réglementer ces différents rapports. Ces cadres se situent à deux niveaux. Ou dans les rapports économiques, ou dans les rapports carrément d'intérêt stratégique ou diplomatique. Et nous, aujourd'hui, tout dépend, dans le cadre de la coopération régionale, quelle est notre approche avec le Rwanda. Comment voulons-nous traiter le Rwanda? Voulons-nous traiter le Rwanda comme un pays ennemi ou voulons-nous maintenant construire des bonnes relations avec le Rwanda pour l'avenir? Pour dire que s'il y a certaines choses qui s'étaient déroulées, tournons la page, faisons, je voudrais dire, une sorte de réconciliation pour regarder vers l'avant. C'est à nous de faire des choix. Est-ce que le Rwanda est prêt à ce que vous dites là? Ne dis pas que le Rwanda, si le Rwanda est prêt, le Rwanda aujourd'hui essaie de faire preuve de bonne foi, de façon de pas de communiquer officiel. C'est-à-dire? Maintenant, vous avez un exemple par rapport à ça? Lorsque le Rwanda aujourd'hui a accepté la collaboration avec l'opération Imojaweto, ils sont venus, ils nous ont aidés à identifier les éléments de FDLR, ils sont retournés au Rwanda. Ça rentre avec le FDLR, ils sont... J'ai dit, ils sont... C'est le FDLR sur le sol congolais. Mais je suis en train de vous dire que le problème n'était pas de venir récupérer le FDLR. C'est quoi la question? De les traquer. Le problème n'était pas de venir ici pour dire récupérer le FDLR. Non. Traquer, ça veut dire quoi? C'était de les traquer. Traquer, ça veut dire? Écoutez, vous savez, cher monsieur, les FDLR aujourd'hui sont considérés par tous les services secrets du monde comme étant une organisation terroriste. C'est-à-dire que ce n'est pas glorieux pour un État républicain comme le nôtre de loger en toute tranquillité chez vous des éléments des FDLR, c'est-à-dire des éléments qui sont considérés comme étant les terroristes. Donc ça veut dire que si ces éléments-là sont traqués, ça veut seulement dire qu'ils doivent être interpellés et jugés selon les lois plutôt y afférentes. C'est selon les lois réservées à cet effet. Ce n'est pas venir les récupérer pour les déballer, par exemple, les tapis rouges dans votre pays. Donc il y a des opérations qui ont été menées où il y a des FDLR qui ont été mis hors d'état de nuire. Il y a eu des résultats par rapport à ça. Écoutez, pendant 2 ans, j'ai dit pendant 2 ans, après l'opération Imojaweto, et je vais même 2 ans et demi, nous n'étions que dans un processus de maintien de la paix. On parlait hier des zones occupées et cela n'était plus d'actualité. Si aujourd'hui le problème ressurgit, ce n'est plus un problème maintenant qui remet en cause cette alliance ou cette politique, c'est tout simplement un problème de désertion. Le problème n'a plus la même dimension. C'est un problème de désertion et nous sommes en train de combattre, comme le ministre Mende l'a révélé, qu'il y avait au moins 12% des effectifs que nous avons récupérés qui ont déserté. Les cas de figure n'est pas pareil. Vous les constatez aujourd'hui, mais nous qui allons presque chaque mercredi au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, celle-ci ne cesse, cette agence onusienne, ne cesse quand il fait allusion à la situation sécuritaire. À l'Est, il y a toujours des morts, il y a toujours de l'insécurité et les auteurs sont les FDLR ou les Interamouais, sinon les LRA, M. Papin Tamba. Cher monsieur, oui. je vais vous dire une chose. Je pense que vous êtes Congolais comme moi. Des souches. Je pense du que vous êtes Congolais comme vous. Du Bas-Congo. S'il faut le préciser. S'il faut le préciser. Mouyombe de surcroît. Moutandou de surcroît. Vous savez, je vais vous dire une anecdote qui va essayer un peu de vous faire rire. Oui. C'est que sur le même Internet, on m'a prêté la nationalité rwandaise. C'est à vérifier. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Non, mais attendez. Vous défendez bien le Rwanda. Peut-être c'est ça. Je passe pour un défenseur du Rwanda, c'est ce que vous avez remarqué. C'est un constat. Je défends la RDC. Dans la dynamique de l'État-nation et surtout dans la dynamique de notre monde aujourd'hui qui est un monde ouvert. Ne me prêtez pas cette intention. Non, on ne va pas s'ouvrir au diable, M. Papi. On ne va pas s'ouvrir au diable. Je suis en train de vous dire, c'est à vous, vous êtes libre de faire les choix qui vous conviennent. Moi, j'ai une position que j'assume, que j'assumerai. C'est que je voudrais que nous puissions avoir de très bonnes relations bilatérales entre nous et le Rwanda. Je veux seulement que le Rwanda soit un pays ami et non un pays ennemi, parce que nous partageons notre frontière avec le Rwanda. Maintenant, par rapport à la question, je pense que vous m'avez quand même posé une question qui était importante tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut passer à autre chose alors. Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Non, c'était pour dire que je pense que nous sommes quand même des Congolais, fiers de l'être, dignes de l'être, et nous devons savoir
la politique que nous devons mener sur le plan régional, ça doit être une politique de bon voisinage. Je suis fier d'être congolais, mais je honte quand je vois les Grands Lacs se transformer en Moyen-Orient. Quand je vois l'Est de la RDC se transformer en Palestine, de pratiquement. Bon voisinage, Moyen-Orient, la Palestine. Vous avez parlé de la MONUSCO. Aujourd'hui, quand vous dites que chaque mercredi, vous allez dans leur point de presse, mais permettez-moi de vous dire une chose, c'est que ce n'est pas un bon exemple à nous donner. Vous êtes journaliste et vous devez connaître l'histoire. Vous savez que ça n'a 10 ans, pendant 10 ans, la MONUC à l'est de notre pays a essayé un peu de... La MONUC était présente à l'est de notre pays. Et pendant ces 10 ans, Laurent Nkunda a essayé de sévir comme Moutebis et d'autres personnes. Vous vous rappellerez des phrases telles que non Nkunda, no job. Vous vous rappellerez quand même que des actions menées par les FARDC qui pourraient, à un certain moment, par exemple, mettre en déroute l'ennemi, c'est-à-dire les éléments de Nkunda, pour que la MONUC, à l'époque, nous demande de reprendre nos positions en disant tout simplement que la position occupée par les FARDC sur leur territoire était une position rebelle. Et le lendemain, alors qu'ils avaient promis de sécuriser les territoires, ce sont les éléments de Nkunda qui vont reprendre des positions. Ça, c'était sous les nez et la barbe de la MONUC à l'époque. Quand on parle de la MONUSCO, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une mission d'observation dans notre pays qui a un budget. Et le budget est énorme. Et il faut justifier leur présence ici. Donc, il ne faudrait pas que ces différents communiqués, aussi différents points de presse, puissent au moins trouver écho chez les Congolais que nous sommes. Vous vous comportez en hypocrite vis-à-vis de la MONUSCO. Mouzé Kabila disait de vérité à la communauté internationale. Il faut dire de vérité à la MONUSCO. Donc, lorsque nous sommes passés de la MONUC à la MONUSCO, vous trouvez que c'est l'hypocrisie. Vous pensez que pour passer la MONUC à la MONUSCO, il n'y a pas de choses parce que vous pensez que le pays été dites clairement. Il n'y avait plus de guerre. Quand aujourd'hui la MONUC la RDC se comporte comme un grand garçon à l'Est, sans demander recours à qui que ce soit, ni à la MONUSCO. Un grand garçon, ça veut dire... Un grand, ça veut dire mais quoi? La RDC se comporte comme un grand garçon. Les FARDC... Nkunda est parti de l'Est sans qu'il vous les chasser. Il est parti seul. Il a été remplacé par Bozo Tangada qui vous pose des problèmes aujourd'hui. Avec le M23. Cher monsieur... Grand garçon, ça veut dire quoi? Cher monsieur, je pense que lorsque vous êtes dans un combat militaire, arriver à repousser l'ennemi, c'est une victoire. Si vous considérez cela que ce n'est pas une victoire et que vous puissiez tout simplement récupérer toute la partie occupée, libre à vous d'avoir une telle appréciation. Ils sont toujours au Mais Congo. Je veux vous dire ceci, que pendant 2 ans et demi, grâce à l'opération Imo-Jaweto, notre pays a connu une paix, c'est ce que je suis en train de vous dire, précaire. Où nous étions dans un... la paix, c'est un processus, cher monsieur. Il y a des États qui ont mis beaucoup plus de temps dans ces processus que nous. Les États-Unis au Vietnam, ils ont mis 30 ans. Aujourd'hui, quand vous allez en Colombie, les FARC continuent à sévir dans la forêt. Ça fait plus de 30 ans, cher ami. J'ai dit bien, ça fait plus de 30 ans. Lorsque vous allez, par exemple, en Afghanistan, depuis 2001, qu'il y a eu cette mission qui est partie là-bas, nous sommes en 2012, ça fait plus de 10 ans. C'est aujourd'hui seulement que les débats commencent à se poser sur les désengagements et on n'est pas encore même d'accord sur les calendriers pour partir. On ne va plus compter sur vous pour résoudre ces problèmes parce que vous comptez les années en termes de 5-10 ans. Dans 5 ans, vous ne serez plus au pouvoir, donc il faut compter sur les autres pour résoudre ce problème. Je suis en train de vous dire ceci, que la paix, c'est un processus. Vous dites que vous ne pouvez pas compter pour ces gens-là qui ont posé la première pierre, qui continuent à poser la deuxième pierre, libre à vous. Mais qui vous dit que dans 5 ans, cher monsieur, que nous allons servir le pouvoir sur un plateau d'argent? Le kabylisme, ça va au-delà de Joseph Kabila. Nous sommes au pouvoir, non pas pour nous limiter en 2016 avec Joseph Kabila. Au-delà de Joseph Kabila, nous sommes là pour essayer de continuer l'action publique. On ne sait pas encore ce candidat qui va faire... Non, mais le problème n'est pas le problème du candidat. Je suis en train de vous dire qu'en 2016, on ne va pas croiser les bras. On est encore arrivé à la fin. Les temps n'est pas avec nous, M. Papintamba. Je ne sais pas s'il faudrait encore y revenir prochainement, mais je voudrais quand même que vous puissiez dire des mots tels que vous les pensez, tels que vous les voulez, pour conclure, et peut-être on va se séparer parce que le temps n'est pas avec nous. Non, non, moi je dirais toujours, comme j'ai dit la dernière fois, nous devons aimer le Congo. Nous devons avoir la grande passion de notre pays. Quand nous avons la passion de notre pays, nous n'allons pas accepter
de donner une tribune aux gens qui sont des ennemis de notre pays. Parce que les Congolais aujourd'hui commencent, eux, à détester leur pays. Lorsqu'on doit donner la parole à certaines personnes ou à certains mouvements qui disent des choses qui énervent notre intégrité territoriale et que nous essayons de les répercuter sur le plan interne, cela s'appelle plutôt par ne pas aimer le Congo. Nous devons considérer une chose, c'est que la RDC a besoin aujourd'hui d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins. On gagne toujours dans la vie lorsqu'on est en paix. Merci beaucoup, M. Papi Ntamba. J'espère qu'on a été assez petit et large avec vous. On ne vous a pas trop taquiné par rapport à cette question. C'était important pour nous de le faire. Pourquoi vous devez toujours avoir des propos comme si vous étiez combattant? Je suis journaliste. Vous vous dites que vous avez été large envers moi en faisant quoi? Si je suis ennemi de certains mouvements, je pense pas que je suis votre ennemi aussi. Pour considérer que vous êtes large envers moi. En fait, qui sont les combattants? Dites combattants. Vous les connaissez. Vous êtes combattant. Merci beaucoup. Tout en soutenant Joseph Kabila, vous êtes combattant pour Joseph Kabila. Et moi, je suis combattant pour les Congos. Et journaliste de profession. Merci beaucoup, mais vous n'avez pas été large envers moi. Vous avez seulement fait votre travail et j'ai fait le mien. Merci beaucoup, M. Papi Ntamba, analyste politique, supporter de Joseph Kabila. Il a été avec nous ce soir, c'était notre invité, on le remercie infiniment. Ce n'est pas la dernière fois, M. Papi. Je suis le serviteur de la nation comme notre chef. Oh, vous remercie beaucoup. Prochainement, on va encore vous inviter pour d'autres questions d'actualité. Bonne carrière politique et bonne chance pour les quinquennats. Les Congolais attendent beaucoup de vous, surtout le ventre, c'est très important. On va parler prochainement, on me fait signe que c'est la fin. Merci à Chiga Mwamba qui a réalisé cette émission. Chiga Mwamba, fils et fille, Dimitri. On remercie aussi vous tous qui nous avez suivis à travers la ville de Kinshasa, dans le Bas-Congo, les Bandundu et de l'autre côté de la rive à Brazzaville. Merci à Madame Nadège Mwamba. On se retrouve le mercredi à 14 h pour la rediffusion et le dimanche à 9 h. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, M. Papi. Au revoir.